Le bonheur de vous retrouver n'a d'égal que le plaisir de vous servir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver donc dans votre espace matinal où l'humour prend place, où la bonne information prend place également et surtout la bonne ambiance et le plat de résistance de tous les jours qu'est le débat matinal. Mais avant de retrouver tout ceci, je vous signale que je suis en compagnie de Précieuse Akwekonou. Bonjour. Bonjour Alain Sotoumé, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue chez vous, bienvenue dans votre matinale Nopindène. Nopindène, mesdames, messieurs, ça va être la merveille du Bénin, ça va être le clip du jour, ça va être le débat du jour également, mais aussi le coin astuce aujourd'hui, Précieuse. Effectivement, ce matin, nous allons donner des astuces pour bien ranger votre frigo. Vous savez qu'un frigo bien rangé permet de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en respectant bien sûr la chaîne du froid. Et nos parents, les maris, vont nous accueillir pour nous parler du Levira. Ça va être dans Us et Coutumes. Mesdames, Messieurs, voilà un peu l'ossature de l'édition de ce matin et nous démarrons tout de suite avec les merveilles du pays. Elle est l'une des voix les plus belles de notre pays. Elle est l'une des ambassadrices de la culture de notre pays. Et mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous de la retrouver dans le clip matinal. De qui il est question, Précieuse? Ce matin, j'ai envie de renchérir. C'est bien sûr la Fana Girl, la Fana Lady qui nous offre le clip du jour. Quand je dis Fana Lady, vous savez à qui je fais allusion certainement. Il s'agit de notre Cécimé. Elle est revenue avec un bébé. Et nous allons découvrir ce bébé-là ensemble. Yeah, c'est ta Fana Lady. Manja iwa yelemba eko bi doko yitome magba onu mbonu nigbele waye ko da be ko binu ye ibado pe wi ani ba jono mi yiko to lo be ko sogbe weche nichi zoche nichi jemba yede na montre boko tu no pero tamno jovitondo tu no pero tamno jovitondo yele kakana vojena ni yele kakana vojena ni marche tu ya gaia ouais no venu yeah ve a claro côté ouais no na boye na iwe solto ina bla bougie do bona no sabote bo foku le no do pagege tu no pero tamno jovitondo yele kakana vojena ni yele kakana vojena ni oh kole de minaga C'est bel et bien la Cécimé nationale Christelle Guédou qui nous revient donc en toute exclusivité avec le titre Daga, pour dire tout simplement, quelles que soient les adversités, quels que soient les problèmes que nous sommes amenés à rencontrer, quels que soient les combats que nous sommes amenés à faire sur cette terre, il existe un être suprême qui nous élève toujours, qui nous tire toujours d'affaire. Que nos difficultés viennent des hommes, nos semblables ou pas, le dernier mot revient toujours à celui-là qui nous coiffe, nous tous. C'est lui qui nous élève. Et oui, on va retrouver Cécimé en fin d'émission avec cette belle production. Signé, un arrangement signé Fiacre Aidomeo, Fifi Fender. On va revenir sur tous ces détails. Mais avant, mesdames, messieurs, voici le plat de résistance de ce matin.
L'un des tout premiers objectifs de l'homme béninois, j'ai bien envie de dire, homme, y compris hommes et femmes, c'est d'avoir sa propre maison, de pouvoir dire « j'habite chez moi ». Mais mesdames, messieurs, autour de cette question, il y a d'autres qui se posent, dont celle relative au lieu du travail. Est-ce qu'il existerait des avantages et des inconvénients à habiter, à vivre loin ou proche de son lieu de travail? Nous allons en parler avec nos invités sur le plateau. Et nos invités sont déjà là, Alain Sochoumé. Il s'agit de Laure Faton. Vous êtes enseignant-chercheur et je précise que vous habitez proche de votre service. En face de vous, Karim Méré, journaliste. Vous, par contre, vous habitez loin de votre service. Et au téléphone, nous serons avec Guy Alapini. Il est économiste. Merci, précieux Akweronou. Docteur Delors Faton, vous, quel est votre avis sur la question? Habiter loin ou près de la maison, enfin de son lieu de travail? Merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes honorés de vous accueillir. C'est un plaisir partagé. Il faut savoir que le lieu d'habitation et le lieu de travail sont des endroits, je dirais, intimement liés. Il y a une relation de cause à effet entre les deux. Moi, j'ai fait plusieurs expériences. Il est arrivé que je quittais Porto-Novo pour venir à Calavi. Vous travaillez à Calavi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est arrivé que je quittais Porto-Novo pour venir à l'université d'Abomey-Calavi. Et j'ai fait l'expérience, j'ai vu ce que ça coûte. Et depuis quelques années, je suis à Calavi même. Même à Calavi, j'étais à un endroit plus loin du campus. Aujourd'hui, je suis à un endroit plus proche du campus. Et je sais que sur le plan d'abord humain, ça a des coûts. Et sur le plan financier, il y a des coûts. Et aussi sur le plan du rendement que vous aurez à faire, il y a des coûts. Et que choisir son habitation par rapport à son lieu de travail, il faut toujours peser les pour et les contre. Et moi, je voudrais me faire référence à deux réalités. Les rois travaillent dans le palais et dorment dans le palais. Dans certains pays, le chef de l'État travaille dans le palais et dort dans le palais. Il vit dans le palais. Il vit dans le palais et travaille dans le palais. Les prêtres, ils vivent au presbytère qui est à côté de l'église et ils dorment du moins dans un environnement immédiat, le même espace. Ils sont à côté de l'église et ils dorment là, ils viennent travailler là aussi. Quand on prend ça, ça peut être une référence. Et que cette référence dit qu'il serait préférable de travailler là où on dort. D'accord. Karim Méré, vous habitez loin de votre service. Quel avantage vous avez à habiter aussi loin de votre service? Merci beaucoup, Précieuse. Merci Alain Sochoumé pour cette invitation. C'est nous qui sommes honorés de vous accueillir. Merci également à nos téléspectateurs de BB24 qui nous suivent actuellement. Effectivement, la question, elle est à relativiser telle que M. Faton Delors a dit. Parce que, en fait, moi, je voudrais qu'on aille même à l'origine de pourquoi aujourd'hui les Béninois veulent habiter ce lieu. Moi, la question, je la trouve dans notre éducation. Généralement, quand un Béninois a un peu d'argent, il cherche à vivre chez lui. Pourquoi? Il faut aller se poser la question. Moi, je vois que c'est généralement nos bailleurs. C'est parti de nos bailleurs. Parce que généralement, alors que... Vous voulez parler des propriétaires de maisons. Voilà, des propriétaires de maisons. Alors que les locataires doivent être considérés comme les partenaires du bailleur. Mais ce qu'on observe, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que c'est comme la relation qu'il y a, qu'on observe, c'est comme des ouvriers et leurs patrons, ou bien encore un père de famille et ses enfants. Alors que c'est une relation réciproque où il y a des obligations et des droits qui devaient normalement pour pouvoir s'observer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est en fait un comportement qui a été suscité à la base. Sinon, l'idéal aurait été tel que notre frère et mon collègue en face, M. Delors Faton l'a dit, l'idéal aurait été qu'on vive proche de chez soi, tel qu'il de son lieu de travail. Il a cité un certain nombre d'exemples auxquels on pouvait se référer pour expliquer davantage la thématique. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui,
généralement, les gens veulent aller vivre chez eux. C'est ce comportement-là. De la grande majorité. Dites-nous, Monsieur Méré, vous qui habitez loin de votre lieu de travail depuis quelques années, parlez-nous de votre expérience. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur votre rendement au bureau? Comment est-ce que ça se passe? Et également, votre vécu à la maison par rapport à la distance et toutes les tracasseries d'aller et de retour, quel est l'impact en réalité sur votre vie professionnelle et familiale? Bon, généralement, tel que je l'ai dit, il faut peser les pour et les contre pour voir qu'est-ce qui arrange le mieux. Et vous, dans votre cas? Moi, dans mon cas, l'expérience que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de la faire avec les conséquences qui vont avec du moins. Parce que ce soit, si vous vivez proche de votre maison, ça a des conséquences, ça a des inconvénients. Mais si vous vivez également loin, ça a des avantages comme des inconvénients. Moi, par exemple, en tant que prince, qu'est-ce que vous aimez? En tant que prince Bariba, par exemple, la dignité, la fierté, la liberté de penser et de faire ce que je veux sont très importantes pour moi. Tout à l'heure, j'avais évoqué le comportement de certains bailleurs, la grande majorité des bailleurs. Moi, il y a un certain nombre de comportements que je n'accepte pas, par exemple. Par exemple, c'est-à-dire, on vous considère comme des moins que rien, comme des incapables. Parce que en réalité, le regard que le bailleur a souvent de ses locataires, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir un toit eux-mêmes qu'ils viennent louer chez lui. La grande majorité. C'est un grand problème de société. Dites-nous, quel avantage vous tirez d'habiter loin? L'avantage que moi, par exemple, j'ai, depuis que je vis chez moi, c'est que dans ma maison, mes enfants ont la possibilité de s'amuser, de courir, d'aller à gauche, à droite, sans être incriminé par qui que ce soit. Alors que j'avais fait l'expérience de la location pendant 2 ans, je crois, à Calavi. Mais 1, 2, 3, le voisin d'à côté vient vous réclamer le silence. Difficulté. 1, 2, 3, votre enfant s'amuse avec l'enfant de voisin, mais si la nuit, l'enfant dort, il fait des rêves, on dit que il s'est amusé avec un mais dites-nous, maintenant, est-ce que ça a un impact sur votre rendement au boulot? Non, ça c'est du point de vue sociétal, ça c'est du point de vue de ma maison. Ça. Maintenant, du point de vue professionnel. Du point de vue professionnel, vivre loin de chez moi, si ça a un impact sur mon rendement. Bien sûr que ça a un impact sur mon rendement. Dites-nous. L'impact que ça a sur mon rendement au service, c'est déjà d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Vous savez, quand on dit que l'homme est d'abord esprit avant d'être physique. Donc, une fois que tu as une certaine tranquillité d'esprit chez toi, arriver au service, tu vas pouvoir rendre. On va pouvoir le sentir. D'accord. Maintenant, là où je voulais ajouter un petit pan de la chose. Il est vrai, j'ai compris la question que vous posez, c'est est-ce que le fait que je sois loin n'augmente pas mon niveau de stress et pourrait peut-être impacter ce que je viendrai faire au service? Bien sûr, ça va le faire. C'est pourquoi il dit c'est une question. Dès que vous faites le choix, choisissez avec les conséquences qui y vont avec. Maintenant, si je décide d'habiter loin, je sais que mon lieu de travail et ma maison, ça fait peut-être 30 km. Mais c'est à moi d'aménager mon calendrier pour que je quitte à chaque fois tôt. Peut-être je peux même peut-être 30 minutes de route en dessus, pour que, quelles qu'en soient les circonstances, je sois à l'heure. D'accord. De lors, Faton, Karim Méré évoquait tout à l'heure les difficultés liées à la cohabitation. Vous, de votre expérience, qu'est-ce que vous en savez, votre avis? Vous savez, la question de cohabitation se pose partout. Même dans votre maison, il y a toujours une question de cohabitation. Parce que même à la maison, il faudrait quand même donner une discipline aux enfants. Entre eux d'abord. Parce que c'est une question de discipline entre soi. Parce que moi, je suis tellement attaché à nos valeurs culturelles, à nos réalités endogènes. Hier, il n'y avait pas de clôture hier. Dans nos familles. Et on vivait dans la grande cour. Moi, j'ai grandi dans une grande cour au village où tous les enfants allaient partout. Mais il y avait une certaine éducation qui créait l'harmonie. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème d'éducation et de sociabilisation qui se pose chez nous. Sinon, on n'aurait aucun problème normalement en location. Mais
l'éducation a reçu un grand coup. C'est vrai que même en tant que voisin, on ne se salue pas. Parce que même voisinage, on va vous dire que vous jouez trop de la musique, ou bien vos enfants ont jeté quelque chose de par le mur. Ceci, c'est qu'il y a d'abord un problème de société dont il faut tenir compte. Et que la question de la cohabitation ne peut pas être normalement le facteur sur lequel il faut s'appesantir si on doit aborder cette question. Mais il faut aller voir autrement le sujet. Vous savez, on vous avait dit tout à l'heure qu'il y a un stress qu'on développe. J'ai donné l'idéal à travers 3 exemples. Les prêtres, les rois et les chefs de l'État. C'est l'idéal qu'il faut avoir normalement. Mais à côté de cet idéal, quand on ne l'a pas, il faut faire avec. Et faire avec, c'est peser les pour et les contre. De toute évidence, on pourra faire le débat, mais vivre loin de son lieu de travail a plus d'inconvénients que d'avantages. Justement, c'est la question que je voudrais, sur laquelle je voudrais qu'on s'appesantisse un tout petit peu. Quand on voit la distance, quand on tient compte des impondérables et tout, est-ce que le retard ne pourrait pas être un facteur, je dirais un résultat du fait d'habiter loin de son lieu de travail? Vous savez, ce n'est pas que le retard, mais le retard est très important. Mais il y a tout un ensemble de conséquences très négatives du moins, qui sont en relation avec cette réalité. Par exemple, si vous êtes à côté de votre maison, vous pouvez faire un saut rapidement à la maison, voir les enfants. Ils savent que papa peut venir à tout moment à la maison. Mais tout le monde sait que papa va le matin, il revient le soir. On peut faire tout ce qu'on veut avant que papa ne revienne à la maison. Et sur le plan de l'éducation des enfants, il y a un grand coût à payer. Un grand coût à payer. Sur le plan du rendement, si vous perdez 1 minute de sommeil, vous ne pouvez pas rattraper ça plus tard. Alors si vous voulez aller au service plus tôt, vous devez perdre au moins 30 minutes de sommeil. Et chaque fois, 30 minutes de sommeil fois 1 an, si on vous donne le coût par rapport à votre santé, vous n'allez jamais oser le faire. Parce que 1 minute de sommeil est important. Mais désormais, on perd 30 minutes à 1 heure de sommeil parce qu'il faut se lever tôt pour aller au service plus tôt. D'accord. Je ne vous arrête pas, docteur Delors Faton. Nous avons en ligne l'économiste Guy Médard Alapini. Monsieur Alapini, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre appel matinal. Nous parlons ce matin des avantages et des inconvénients qu'il pourrait y avoir du fait d'habiter loin auprès de son lieu de travail. Alors, monsieur Alapini, vous qui êtes économiste, est-ce que de ce point de vue-là, en termes de rendement au boulot et tout, le fait d'habiter loin ou proche du lieu de travail pourrait avoir des avantages et des inconvénients? Merci, monsieur le journaliste. Bonjour le plateau, bonjour aux auditeurs. Bonjour à vous. Avantages et inconvénients, oui. Avantages et inconvénients, oui. Déjà, lorsque nous parlons de distance par rapport au lieu de travail, oui, il faut tout de suite relever que celui qui est plus vous êtes éloigné de votre lieu de travail, plus vous dépensez d'énergie ou de ressources pour pouvoir atteindre votre lieu de travail. Et donc, en termes d'avantages, celui qui est plus proche de son lieu de travail, oui, vous comprenez avec moi qu'il dépense moins. Deuxième chose, quand vous allez parcourir une distance beaucoup plus importante avant d'arriver à votre lieu de travail, oui, l'énergie que vous dépensez, l'énergie physique que vous dépensez, il va falloir que vous vous remettez un tout petit peu avant de vous mettre à travailler, avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'énergie qu'il faut pour atteindre le résultat, que celui qui, dans les mêmes conditions, toutes choses restant égales par ailleurs, oui, serait moins éloigné du lieu de travail. Il dépenserait moins d'énergie et très vite il rentrerait dans l'économie du travail. C'est un peu comme un match de football. Lorsque vous êtes déjà sur le terrain, vous dépensez déjà suffisamment d'énergie. Celui qui vient d'entrer, vous convenez avec moi pour qu'il puisse relire le jeu, pour qu'il puisse lire le jeu au même titre que vous, il va falloir qu'il s'y mette un peu plus pour savoir qu'à tel endroit, il y a plus de difficultés, il va falloir mieux se concentrer. Donc, c'est ce que je peux dire tout de suite. D'accord, mais du point de vue économique, qu'est-ce que l'entreprise gagne à avoir des salariés qui sont bien à l'aise chez eux, installés chez eux, comme de bons Béninois, ils habitent leur propre maison, mais ils sont loin de l'entreprise. Est-ce que cela pourrait avoir un coût pour l'entreprise? Oui, ça a un coût, parce que le temps de travail, le temps de production
est plus important. Vous venez au travail à 8 heures comme tout le monde, mais vous devez dépenser plus d'énergie. Votre productivité sera plus faible par rapport à celui, je dis bien, toutes choses restant égales par ailleurs. Oui. Par rapport à celui qui est moins éloigné de votre lieu de travail, il produirait plus que vous. Et donc, les entreprises gagneraient peut-être à faciliter l'implantation des travailleurs dans les environnements du lieu de travail. Et quand vous prenez l'histoire, il a été développé à un moment donné une logique, une philosophie qui a consisté à créer des logements pour les travailleurs sur les lieux de travail. Et je crois au Bénin, jusqu'à la preuve du contraire, il y a encore des cités de travail qui existent. Lorsque vous allez par exemple à Odibolo, Oui. on ne peut pas le citer. Oui. Vous constatez qu'il y a une entreprise là-bas qui a une cité pour les travailleurs. Et une cité où il met encore à leur disposition un moyen de transport. Un moyen de transport. Ne plus que pour leur permettre de faire un peu d'économie, mais beaucoup plus pour être à l'heure au travail et être tout de suite productif. D'accord. Monsieur Alakmini, quand vous dites que celui qui est l'employé qui est en ville économise, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on sait qu'à Cotonou, par exemple, le loyer, il est cher. Il est cher, peut-être qu'il va économiser au niveau du transport, mais est-ce que il économise vraiment? En fait, le loyer est cher. Et la vie est chère à Cotonou. Lorsque vous parlez de vie chère, n'oubliez pas que vous pouvez aller vous approvisionner plus loin de Cotonou pour pouvoir faire face à l'ensemble des charges auxquelles votre pouvoir d'achat peut faire face sans dépasser les normes. Donc, si vous êtes à Cotonou, vous êtes dans un logement un peu plus cher ou bien plus cher que celui qui est à Calavi, chez lui, et qui utilise de l'argent pour faire son déplacement, vous convenez avec moi que vous ne dépensez pas le même énergie physique, le temps qu'il met pour arriver au boulot. C'est du temps qui agit sur son organisme. Et quand vous êtes fatigué, rassurez-vous, vous ne produisez pas autant que l'autre. N'oubliez pas que j'ai précisé ce qu'est toute chose restant égale par ailleurs. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions. Quand on vous a recruté, vous présentez les mêmes états physiques, un certain nombre de choses qui sont semblables, mais que la différence est juste au niveau des logements, plus proches et moins proches. Et quand vous êtes moins proches, vous convenez avec moi que vous devez vous lever plus tôt. Pendant que l'autre sera en train de se reposer davantage, vous êtes déjà sur pied. Vous avez parcouru une grande distance. Et vous savez ce que c'est que parcourir une grande distance. Même si c'est en hélico. Même si vous avez un chauffeur. C'est plus difficile pour quelqu'un qui est proche du lieu de travail, pour quelqu'un qui est éloigné du lieu de travail, de pouvoir être dans les conditions idéales. Parce que quand il vient, il faut qu'il rentre dans les conditions pour travailler. D'accord. Vous ne quittez pas le véhicule, vous rentrez sur l'ordinateur, vous ne commencez pas à taper. Pas non. du tout. Vous prenez du souffle. D'accord. Monsieur Alapini. Et c'est pas la même chose. Monsieur Alapini, on vous aura compris. Merci de continuer de garder la ligne. Nous allons revenir sur ce plateau avec nos invités. Merci. Oui. Alors, docteur Delors Faton, dites-nous, on parle de l'impact, on parle de rendement, de productivité de celui qui est loin de son lieu de travail. Quelle pourrait être la politique de l'entreprise pour pallier à cet état de choses? Ce n'est pas une politique de l'entreprise d'abord, c'est une politique des États. Parce que les États ont un plus bien précieux, ce sont les hommes. Il devrait y avoir dans tous les États une politique qui sécurise l'emploi et les logements dans les mêmes environnements. Pas pour rien qu'on parle des zones, des zones industrielles et consorts. Dans ces environnements, la conception qui existe, c'est qu'il faut toujours que dans l'environnement où les gens travaillent, il y ait de l'habitation à côté. Et tous les États devraient quand même œuvrer à ce que ce concept existe. Parce que quand vous exploitez les humains, vous les perdez et vous perdez le bien le plus précieux.
Et que c'est d'abord au niveau des États qui devraient avoir une politique nationale qui sécurise l'emploi à côté des logements, pour qu'on puisse régler un problème aux les hommes. Et les entreprises ne peuvent que suivre le pas. Parce que s'il n'y a pas un cadrage au niveau des États qui dicte la loi, les entreprises sont libres parce que les entreprises, eux, c'est le rendement qu'ils veulent. Si vous qui êtes employé, vous ne pouvez pas donner le rendement, on vous remplace par d'autres personnes. Mais si les États font un cadrage institutionnel, ils vont se rentrer dedans et suivre. Parce que les entreprises sont des opérateurs économiques ou bien ce sont des commerçants. Les gens qui ont envie de rentabiliser davantage leur productivité. Si vous ne faites pas, d'autres vont le faire, ils vont vous remplacer. Mais si les États mettent l'ordre, ils vont tous suivre. Mais il y a une conséquence qui est collective. C'est la conséquence qui est liée à l'environnement. Parce que plus vous venez d'une distance longue, vous allez polluer davantage l'environnement. Et la conséquence, elle est généralisée. Plus les employés sont à des distances longues, plus ils vont produire des gaz à effet de serre qui vont davantage endommager le climat et l'environnement. Il y a cette conséquence qu'il faut aussi voir. Il faut déjà voir les embouteillages monstres. Les embouteillages monstres qui se produisent parce que les gens doivent quitter loin et produisent davantage de carburant. C'est plus compliqué. Karim Méré, je vous vois tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes d'avis, vous êtes du même avis? Je ne pense pas parce que je vous vois tout à l'heure. Non, je ne suis pas contre. J'avais dit, c'était ça l'idéal. Maintenant, notre économie, ça avait dit quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est-à-dire savoir l'impact sur la santé. On pourrait en dire de même également pour ceux qui vivent proche de leur lieu de service. Tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir des habitants, excusez-moi le terme entre griffes, cancres, c'est-à-dire qui vous parlent comme c'est pas possible, ou bien avoir des bailleurs. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il habite proche de son lieu de travail qu'il est forcément dans une maison à louer, par exemple. Je viens. On suppose que vous êtes en location. D'accord. Et que, on vous parle tout le temps, vous encaissez. Que vous soyez peut-être, je suppose que vous êtes des gens, des personnes qui ne parlent pas, qui n'aiment pas parler. Vous encaissez. Mais ça, là, plus tard, ça va impacter, ça va nuire à votre santé, gravement même. Ça a également des conséquences très grave sur votre santé. Donc, c'est pour dire qu'on peut en dire de même. Pour revenir sur ce que le professeur Faton a dit, c'est ça. C'est ce qu'on aurait souhaité. Et je crois que c'est ça qui a démarré un peu avec l'arrêté que le ministre du Développement, du ministre de l'Environnement et du Développement, José Tonato, a pris tout récemment sur le bail à usage d'habitation pour recadrer un peu les choses. Sinon, si on peut laisser tout à l'État, organiser tout ce qui est habitation, ceci, je crois qu'on n'aurait pas ce problème-là. Monsieur Méré, tout à l'heure, on a fait ressortir un aspect de la question qui est que quand vous habitez loin, certes, vous avez l'impression que vous êtes bien à l'aise chez vous, tout va bien, vous ne payez pas de loyer ou bien de loyer élevé, mais les dépenses relatives au transport, tous ces coûts-là, est-ce que finalement ça ne revient pas plus cher d'habiter loin de son lieu de travail que d'habiter proche où les habitations ou bien les appartements sont plus chers? C'est encore relativisé tel que je l'ai dit. Oui. Ça dépend également de l'organisation personnelle de tout un chacun de nous. Je l'avais dit, j'ai dit, vous choisissez, mais il faut savoir qu'il y a des conséquences qui vont avec. Quand vous appelez en urgence au bureau, par exemple, et que vous êtes à la maison très loin de chez vous, comment vous faites? Ah là, il faut rouler comme un fou. Ah. Et c'est là, avec les risques de l'accident. C'est là les inconvénients d'habiter loin de son service. Le stress est plus grand chez toi que celui qui vit par exemple à côté de chez lui. Parce que vous roulez parfois, mais vous ne vous rendez pas que vous faites la vitesse. Et c'est là il y a souvent les accidents. Donc ceux-là qui vivent loin de leur lieu de service, ils sont plus exposés à faire des accidents de la circulation que ceux qui sont proches et ils ont plus la conscience tranquille parce que la distance n'est pas loin. D'accord. C'est là les inconvénients de vivre loin. Mais là, ça, c'est pour des cas exceptionnels. Mais si je sais que j'ai du boulot à 8 heures, c'est à moi d'aménager. On s'organise à son niveau. Et on est là, on a encore 30 minutes avant que l'heure ne sonne. D'accord. Alors, docteur Delors Faton, avant que vous ne réagissez, j'ai l'impression que M. Arapini voudrait réagir. Bien entendu que oui, parce que j'ai suivi un peu les débatteurs et je dis
Sur le premier aspect, l'aspect que j'ai évoqué, je suppose que c'est des travailleurs qui sont dans les mêmes conditions. Si vous avez un logement éloigné de votre lieu de travail, je suppose que vous sortez du boulot à la même heure, vous avez la même organisation, et donc, est-ce que cela a un impact sur votre rendement pire que celui de votre collègue? Je réponds tout de suite oui, et c'est comme ça que je fais l'analyse. D'accord. Il n'y a pas une analyse personnelle. S'il y a une organisation personnelle qu'on doit mettre en jeu pour pouvoir donner un rendement meilleur à son employeur, c'est que certainement il y a d'autres avantages que l'obéisse. Il y a d'autres avantages que l'obéisse. Ou alors il y a une conscience professionnelle. Et ça encore, c'est un avantage que l'obéisse. Parce qu'on veut apparaître, on veut être meilleur parmi les autres. Si les choses sont considérées comme étant égales, je dis celui qui est à distance, éloigné de son lieu de travail, est moins productif que celui qui a son logement à côté du lieu de travail. D'accord. Monsieur Arapini, vous continuez de garder la ligne. Docteur Faton, vous voudriez réagir suite aux propos de monsieur Méré? Vous savez, il y a la question d'habiter chez soi qui est une pathologie. Béninoise, c'est une pathologie. Non, c'est une pathologie qu'il faut essayer de régler avec le temps. C'est une pathologie béninoise. Est-ce que ce n'est pas une fierté? Non, Pourquoi non, vous qualifiez ce qui est fierté pour les uns? Non, c'est une pathologie. Elle devient une pathologie pour vous? Ça n'est pas d'état que nous traînons depuis et qu'on ne veut pas s'en départir. Toutes les études ont montré que vouloir construire chez soi, comme on le fait au Bénin, n'est pas avantageux. Sur le plan économique et sur le plan d'investissement et tout. Toutes les études ont montré. Parce que les gens ont cette fierté. Ça fait qu'ils brisent des vies. Des gens vont faire des prêts pour construire des maisons et ne vivent même plus. Et ils se détruisent. Alors qu'ils pouvaient faire de l'économie progressivement pour construire des maisons tardivement et vivre en location le temps qu'il faut pour construire une maison digne de leur capacité et qui pourra leur permettre de vivre décemment. Et vivre sur toute la ligne, normalement. Les gens font des prêts et ils ont des salaires, pratiquement ce qu'ils ne peuvent pas de nous-mêmes, une famille. Et eux-mêmes ne se nourrissent plus, ils sont tous usureux. Les enfants sont usureux. Plus personne. Et ils disent qu'ils sont dans une maison. Non, c'est une pathologie. Et il faut qu'on règle ce problème autrement. Parce que tout le monde veut construire. Et même ceux qui ne sont pas capables de construire une maison veulent construire à l'espace. Oui, mais docteur, de la façon dont vous dites ça, vous semblez être en porte-à-faux avec le gouvernement qui construit des logements sociaux et qui demande aux citoyens venant de venir prendre pour payer des loyers par mois, par exemple, et pour se l'acquérir. Je n'ai pas parlé de cet aspect. Il dit que les décideurs politiques, le gouvernement décide de construire les logements sociaux, c'est une autre question. Mais le fait que tout Béninois veut rester chez lui, je dis c'est une pathologie. Parce que si vous avez un âge qui n'est pas dans la maison, tu vis où? Dans ta maison? Ah non, je suis à location. Jusqu'à maintenant, à cet âge-là, c'est une pathologie. Ça n'a aucune logique sur le plan de développement personnel comme sur le oui, mais est-ce que finalement aussi ce n'est pas dans la perception, dans l'imagerie sociale qui fait qu'on en est arrivé là? Il fallait construire des huttes. Ce n'est pas des cases qu'il fallait construire. Et chacun peut construire une case aussi facilement que possible pour vivre dedans. Oui, mais si au village déjà, nous les villageois, on construisait nos propres cases, pourquoi une fois en ville, vous ne voulez pas que les gens aillent chez eux? On n'est plus au village. Et les contextes ont changé. Oui, en ville, vous avez déjà une maison qui est louée. Au village, il n'y a pas de maison à louer. Il n'y a pas de maison à louer hier. Et chacun peut construire sa case. Mais aujourd'hui, des maisons à louer sont déjà à côté pour servir de transition vers la case, vers la maison que vous allez construire plus tard. Il faudra que les gens prennent conscience que vivre en location n'est pas une tare, n'est pas une maladie, ce n'est pas une faiblesse. Ça permet à l'homme de se construire dans une transition pour aller vers chez lui. D'accord. Et chez lui doit être un paradis pour chacun de nous. Plus que 2 minutes ou 1 minute pour finir. Votre avis, votre mot de la fin? C'est toujours pas évident. Ce que le professeur dit là, c'est toujours pas évident. C'est le docteur de la façon. Un peu, quitte à vous construire quelque chose de décent, c'est toujours pas évident. Parce que les problèmes naissent comme des champignons tous les jours. Tu vas économiser 200 000, 300 000, mais c'est ton enfant qui tombe malade, on dit qu'il faut l'opérer, 300 000. Et puisque les 200 000 d'économie ne suffisent déjà plus. Et n'oublions pas également, tel que le disaient certains dans nos traditions, l'argent c'est un peu un diable qui appelle les problèmes.
Une fois que c'est là et que l'argent, on sait que toi-même tu sais qu'il y a de l'argent, c'est que c'est les problèmes qui convergent vers toi. Donc il faut vite l'investir. Voilà, il vaut mieux prendre ce que vous avez, vous investissez, même si c'est de façon progressive. D'accord. Monsieur Alapini, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Si vous devriez conclure, que diriez-vous? Oui, si je devais conclure, je vais dire que le débatteur qui a parlé de pathologie par rapport oui, le docteur Delofaton de soi, oui, n'a pas très bien perçu le problème. On n'a pas très bien perçu le problème parce que même si vous devez construire, vous devez économiser, pour construire beaucoup plus tard, vous y passerez combien de temps avant de mourir? Or, quand on construit, c'est pour s'épanouir. Et ça, c'est pour faire plaisir à son corps, c'est pour vivre bien et décemment et pouvoir rendre correctement dans son boulot. Et quand vous vous mettez dans un logement de location, vous voyez tout ce que ça a comme conséquence. Aujourd'hui, quelles sont les locations qui ont été faites, la maison qui est construite pour pouvoir être louée, qui sont dans les règles de l'art à Cotonou, où vous n'aurez pas un voisin qui chaque nuit vous tape dans les oreilles jusqu'à 2h du matin. Son enfant qui crie chaque jour. Les week-ends où vous devez vous reposer, c'est ce week-end-là déjà à 6h, 7h que la musique se met en route. Je pense qu'il va falloir remettre le débat en jeu et on va revoir ces aspects de la chose. D'accord. On vous promet... Pour conclure, je dirais que le gouvernement a vu juste de mettre des logements sociaux à la disposition des citoyens qui ont les moyens de s'en approprier. Heureusement que vous parlez de moyens, monsieur Alapini. Monsieur Alapini, on vous aura compris, le temps ici, c'est une denrée assez rare. Merci d'être intervenu. On vous promet un débat sur les locations à Cotonou. Une excellente journée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Oui. Alors, un dernier tour de table, exceptionnellement, docteur Delofaton, en 30 secondes. Non, je dis simplement qu'il est plus préférable de vivre très proche de son lieu de travail. À défaut de pouvoir vivre très proche, il faut quand même trouver tous les moyens qu'il faut pour ne pas être trop loin. D'accord. Monsieur Méré? Moi également, je suis d'avis avec Monsieur Delors. Sauf que pour arriver à cette fin, à cet idéal-là, il va falloir d'abord en amont régler un grand problème d'éducation de notre société. C'est-à-dire que les bailleurs doivent savoir que ceux qui viennent louer ce jeu, ce n'est pas parce qu'ils sont incapables. Et les traiter comme des partenaires et non comme des enfants et bien des bambins. Ok, d'accord. Eh bien, voilà, nous avons deux messages que nous allons lire rapidement avec la permission de notre chef d'édition du jour, Claude Adigli. Le premier, il est déjà du docteur Romuald Boton. Vous y allez? Le docteur Boton qui dit « Pour moi, il n'y a aucun inconvénient ou avantage. Mais le plus important, c'est le développement du réseau de transport et du réseau routier pour faciliter le déplacement des travailleurs vers leur site de fonction. » Et il ajoute que si tu aimes le calme, tu restes loin, et si tu aimes le bruit et le chaud, alors là, tu restes en ville. À la question de savoir si ce que le travailleur doit faire en urgence s'il reçoit un appel professionnel, le docteur Boton répond ceci: le problème est que dans les fonctions en Afrique, lors des contrats, on ne définit pas le temps nécessaire obligatoire pour répondre à une urgence, ce qui se fait sous d'autres cieux. Si on dit à un agent dans son contrat de travail: vous avez obligation de répondre aux urgences de fonction dans 30 minutes après qu'on vous appelle, en fonction de ce timing et de la fluidité du réseau routier ou de transport, l'agent prendra les dispositions idoines. Donc, il faut que les réseaux de transport et routiers soient impeccables et définir le timing de collaboration en cas d'urgence. J'ai le message de Mme Claire Unga Emonan qui dit « Quand la profession le permet, on s'organise pour travailler en continu avec juste une petite pause pour mettre quelque chose sous la dent. Inconvénient, dépenses élevées en carburant, plus grand risque de trajet, perte énorme de temps sur le trajet, fatigue, aller et retour avec impact sur le travail et la vie de famille. Peu de temps avec les enfants parce qu'il faut quitter tôt le matin et rentrer tard. Très peu de possibilités de déjeuner avec les enfants. Ils sont à la cantine ou sous la surveillance, pour ne pas dire à la merci des ménagères, avec tout ce que cela implique comme conséquence sur leur éducation.
Et oui, mesdames, messieurs, ça va être donc la fin du débat matinal. Nous allons marquer une toute petite pause et vous retrouver juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Retour plateau Nopenden. Mesdames, messieurs, c'est le boulevard de la culture qui nous tend les bras et nous allons nous y engouffrer pour aller visiter nos parents, les maris. Voici us et coutumes. Le Lévira, le mari. Le mari meurt. C'est vrai que quand la femme est encore assez jeune, elle peut avoir des gens qui sont candidats, qui loient, ou qui loient même du vivant du mari, et qui vont commencer par venir saluer de façon trop insistante pour marquer leur présence auprès de celle-là qui est pleurée. Si elle veut. Elle commence déjà par accepter si elle ne veut pas. Elle n'est pas obligée. Mais lorsqu'on fait de faire les funérailles du mari, le chef de famille appelle les veuves ou la veuve pour demander de regarder et de choisir. On n'impose pas souvent. Au contraire, ce qu'on croit qu'on l'impose de prendre, non. Maintenant, il peut y avoir des vicieux qui complotent, qui disent « Moi, je veux, aidez-moi, faire pression. » Ça, là, c'est humain. Mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale, c'est la femme même qui indexe parfois, souvent. C'est elle que je veux choisir. On dit « Tu peux choisir, elle choisit. » Dans la tradition, la femme ne refuse pas. Ce qu'il faut comprendre qui fait que refuser était impossible, c'était quoi? Lorsqu'on allait en mariage, je m'amuse à le dire aux étudiants là que c'est un voyage billet aller simple. On s'en va pour le meilleur et pour le pire. Quand vous avez chez votre mari, vous avez des moyens, vous faites un peu de commerce, vous pouvez construire votre case là, vous pouvez avoir vos biens là. Et parce qu'elle est décédée, vous allez ramasser vos affaires et quitter votre case. Le Lévira, contrairement à ce que certains croient, c'est peut-être pas la solution. Ce n'est qu'un pis-aller. Le vrai malheur, c'était le décès. Donc, dans ce contexte de décès, qu'elles se sont trouvées pour amoindrir le choc. Je pense que dans une société, il faut pouvoir nuancer les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont restés plus ou moins encore collés à leur culture, ceux qui sont restés dans le milieu. Et là, certains qui sont restés quand même dans le milieu, qui ont des tendances, des propensions. Et qui, même du vivant de leur mari, avaient déjà des velléités à l'extérieur. Vous comprenez que ce n'est pas respecté par tout le monde, ni au village, ni en ville. Les gens font avec. Il n'est pas dit que la tradition soit statique. Ça évolue et on fait avec. Nous continuons d'évoluer justement dans le déroulement de cette émission et tout de suite, mesdames, messieurs, chose promise, chose due, les astuces de précieuses, ça va être tout de suite, juste après ceci.
Si vous avez un frigo à la maison et que vous y rangez vos repas, vos nourritures, vos provisions alimentaires, comment est-ce qu'il faut faire le rangement pour bien s'en sortir? Ça va être le sujet de ce matin. Tout à fait, Alain Sochoumé. Amis téléspectateurs, peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question et pourtant l'emplacement des denrées alimentaires au sein de votre réfrigérateur est important. Si vous êtes du genre à poser en vrac votre nourriture ou encore là où la place est disponible, eh bien ne le faites plus. Il faut savoir que la température n'est pas homogène à l'intérieur d'un réfrigérateur. De même, chaque produit se conserve différemment avec une température qui lui est propre. Pour éviter donc une perte de fraîcheur et un développement précoce de bactéries, il est alors judicieux d'optimiser le rangement au sein de votre frigo. Commencez d'ores et déjà à faire attention aux étiquettes des produits lorsque vous faites vos achats en magasin. Cela vous permettra de savoir à quelle température exactement le produit doit être conservé. Vérifiez aussi comment fonctionne votre réfrigérateur. Pour certains, la zone froide est en haut et la zone fraîche en bas. Pour d'autres réfrigérateurs, c'est l'inverse. Si par exemple la zone froide est en haut et la zone fraîche est en bas du réfrigérateur, rangez dans la zone froide entre 0 et 3 degrés Celsius viande et poissons crus, laitage ouvert, charcuterie, fruits de mer et crustacés, fromage frais et les produits en décongélation. Laissez toujours refroidir les restes d'un plat cuisiné avant de les mettre au frigo et mettez-les dans des boîtes en plastique qui ferment. Entre 4 et 6 degrés Celsius, la zone fraîche, le milieu du réfrigérateur, viande et poissons cuits, laitage non ouvert, fromage, yaourt, crème fraîche, fruits et légumes crus. Pour les viandes, poissons et fromages qui seraient sur une assiette, enveloppez-les de film alimentaire. Pour les charcuteries et pâtisseries, mettez-les dans du papier alu. Entre 8 degrés Celsius et 10 degrés Celsius, le bac à légumes, donc en bas du réfrigérateur, vous mettez fruits et légumes frais sortis de leur emballage. La salade se conserve très bien une fois lavée et essorée dans un sac plastique. Entre 6 degrés et 8 degrés Celsius, zone tempérée, beurre, œufs, eau, jus de fruits, lait. Les œufs, vous n'êtes pas obligé de les mettre au frigo comme certains le font, c'est si vous voulez le faire. Sinon, par contre, les œufs se conservent très bien à température ambiante. Eh bien, voilà qui est bien dit. Mesdames, Messieurs, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Il ne faut pas donc mettre les aliments n'importe comment, n'importe où dans le frigo. Eh bien, c'est très important. Merci pour ces astuces-là. Si, d'habitude, pour les femmes, c'est quand on trouve un peu d'espace qu'on place les produits. On ne fait pas attention à la conservation. Or, c'est essentiel pour garantir une bonne santé. N'est-ce pas? Oui. L'autre chose que moi, je vais ajouter, c'est que quand vous sortez un aliment congelé du frigo et que vous le réchauffer, il ne faut plus remettre encore dans le frigo. Il faut consommer et puis ça s'arrête là. Oui, c'est bien Allez, ça. Mais vous en savez beaucoup en tant qu'homme. Hein? Ah ben bien sûr. Un tout petit peu en tout cas. Allez, mesdames, messieurs, nous allons amorcer la descente de cette belle célébration avec le tout nouveau clip, la toute nouvelle production de celle qui se fait appeler Fana Fana Lady, Christelle, de son vrai nom, voilà, qui va... Cécimé, voilà. Allez, le la titre Daga.
mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une belle journée dans la danse, dans la joie, dans l'allégresse. Et n'oubliez jamais, c'est seul Dieu qui détient donc le dernier mot sur la vie de chacun et sur celle de tous. Précieuse, à quoi nous? Oui, Alice Ochumé, vous avez remarqué le nouveau look de Cécimé. Ah ben oui. Cécimé qui revient toute belle avec sa coiffure et tout. Ah ouais, je crois que ça va être pour le bonheur des mélomanes et pourquoi pas pour le bonheur de son homme aussi. Oui, et ben je crois que de l'autre côté, Christelle est encore en train de nous proposer... Est-ce que vous savez que Christelle Sabourin est une grande danseuse? Ah bon? Malheureusement, je ne pourrais pas vous le prouver parce qu'elle est à la réalisation. Oui. Elle ne pourra pas venir sur le plateau. Je comprends maintenant pourquoi elle nous permet encore de danser sur ce clip-là. Christelle Sabourin, merci à toi. Merci à Faton Sorel. Merci à tous les autres collègues de la post-production. À Claude Adibli, notre chef d'édition du jour. Toujours fidèle au poste. Voilà, sans oublier Félicien Aoutondi qui nous a assisté. Ah, bien sûr. Elle était là pour la préparation de cette émission. Merci. Merci. À chacun et à tous et bonne journée. Inabla bougie do Bonano sabote Bofo kule no do page